Bonjour à tous. Alors bonjour en particulier aux gens qui rejoignent la rediffusion de ce webinaire avec In-situ IT, In-situ Freelance d'ailleurs. Bienvenue sur cette rediffusion. Je vais lancer tout de suite le timer. Les invités, l'invité en particulier, Jérôme Fortias, est déjà prêt. Il est déjà en coulisses. On a déjà répété juste avant. Tout le monde est très prêt, très chaud pour échanger avec vous. N'hésitez pas à préparer vos questions à l'avance. Je lance le chronomètre, le minuteur qui nous permet d'attendre que tout le monde arrive gentiment pendant que la notification se déploie. Et je participe aussi à la promo de mon côté. Prenez le temps de vous installer, dites bonjour dans le chat, etc. On est content que vous soyez venus. Est-ce que c'est cool? Oui, c'est cool. Ouais. Je peux faire un regard.
Alors, je vais répondre aux questions sur le chat, hein, tout de suite, tout de suite, hein. C'est un très, très important. Les slides vont être présentés directement. Alors, je vais nous mettre tous à l'écran. Pouf, nous, on est tous là. Les slides sont bien sûr seront intégrés à la rediffusion. La rediffusion sera immédiatement disponible sur LinkedIn. Si vous êtes inscrit pour participer à l'événement, vous aurez accès à la rediffusion intégrale tout de suite après. Et on va également vous faire un montage best-of qui sera plus facile à regarder, qu'on rediffusera. Cassandra, où est-ce qu'on va diffuser le best-of après? Ah ben, on va déjà le diffuser sur notre page LinkedIn, puisque c'est Bah là où ouais. on communique le plus. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur In-situ Freelance et WeDesk. Ouais. Donc Cassandra, du coup, tu gères la communication chez In-situ. Tout à fait. Et Jérôme, tu es notre expert en IA pour aujourd'hui. Tout à fait, pour aujourd'hui. Est-ce que vous allez bien? Vous avez tous du café? Tout le monde est au café Toujours. là? Je suis plus au coca, perso. C'est flouté. Toi, t'es plus coca que café. Ok. Ouais. Aujourd'hui, on va parler d'IA et en particulier de ChatGPT. On veut savoir quel impact vont avoir ces outils sur le métier développeur dans un futur plus ou moins proche. On a tout un programme de choses à aborder, mais avant tout, je laisse la parole à Cassandra. Bonjour tout le monde. Du coup, pour vous faire un petit récap sur In-situ, j'ai vu quelques freelances déjà présents dans le chat. L'équipe In-situ est déjà là, d'ailleurs. Je vais vous voir envoyer des petits messages, j'espère. Donc In-situ est là depuis 2007. Elle accompagne les freelances à trouver leur mission et aux clients à trouver les meilleurs freelances. Et on a un super outil qui s'appelle WeDesk, auquel vous pouvez accéder via une cooptation. Donc n'hésitez pas à laisser un petit mot dans le chat pour prendre contact avec nos devs. On est sur Lille, Nantes, Lyon et Valence. Voilà. J'en profite pour souhaiter la bienvenue donc à tous les gens qui sont en chat. Il y a bien sûr Alexandra, Alice, Insaf, Manon, Jean-Paul, Laurent, Kevin qui nous demandait s'il y avait la rediffusion, Amine qui nous a dit bonjour. En vrai, ça nous fait super content, ça nous fait super plaisir, effectivement. Jules représente un In-situ Nantes. Jules, je suis très content que tu aies pu re-rentrer dans les locaux après l'exercice incendie. C'est vraiment l'événement de la matinée. Est-ce que tout est cool? Donc effectivement, tous les consultants In-situ qui sont disponibles dans le chat, n'hésitez pas à vous manifester tout de suite pour que vous soyez bien identifiés. Si vous avez envie de parler de n'importe quel sujet autour du freelancing dans l'IT ou plus ou moins en général, n'hésitez pas à contacter les consultants, les BizDev, les membres de l'équipe In-situ. Ils pourront vous renseigner, vous aider, voire vous coopter si vous avez besoin de WeDesk parce que c'est un chouette outil. Est-ce que c'est cool? Super. Ouais, c'est cool. On y va. En fait, du coup, là, il va y avoir un petite minute avant qu'ils arrivent, les commentaires dans le chat. Je les attends avec impatience. Effectivement. Alors, il y a des personnes, effectivement, il y a des personnes qui ont réglé leurs paramètres de confidentialité sur un paramètre un peu plus restrictif. Et l'outil, du coup, ne nous permet pas de savoir qui c'est ou de les mettre en avant de cette façon-là. Mais tout au long, on mettra en avant les questions que vous posez directement à Jérôme et on s'assurera d'essayer d'en répondre à un maximum d'entre elles. Et on affichera à l'écran les questions auxquelles on est en train de répondre. Même si vous regardez le replay, c'est plus pratique. Est-ce que c'est cool? Parfait. Oui. Yeah. Merci de répondre à mes call to action, Jérôme, parce que vraiment, sinon, effectivement, je vais pas dans le vide. Je peux faire un effet plus cool encore. Cool. C'est la fonction fatigue. Très bien. Jérôme, je vais te passer la main pour l'introduction. Je remets ton support à l'écran. Tac, ici. Et je te laisse introduire le sujet. Bon, pour laisser plus de temps aux questions, je vais essayer d'être le plus rapide possible. J'ai commencé l'IA dans le domaine de la vision artificielle dans les années 90. Globalement, à cette époque-là, c'était quoi? C'était du C, du C++, de l'assembleur, voire du microcode ou du VHDL. On avait une vraie contrainte par rapport au hardware. Alors, la petite photo que j'ai mis en dessous, c'est une carte à transputer. On peut dire que chaque processeur que vous voyez, ça équivaut à un neurone. C'était nos réseaux neurones de l'époque. À comparer sur la partie de droite de l'image, où là, après l'hiver de l'intelligence artificielle, on va dire entre 95 et 2015, on a le boom de l'IA. Merci les gamers, parce que c'est grâce aux cartes avec des gros GPU qu'on a pu débloquer les choses. Et là, c'est plus aller sur du C#, du Python, beaucoup sur du NLP. Alors du NLP pour des web scrappers, pour des chatbots ou des choses comme ça. Et puis là, on est donc passé dans les années 90 d'une IA symbolique associée à de la cybernétique à plus une IA connexionniste et à de la data science. C'est vraiment deux mondes qui se complètent très bien, mais qui correspondent à deux étapes, deux époques bien différentes. Donc peut-être on peut taper sur le slide d'après. Voilà. Alors, rapidement, je vais introduire un peu OpenAI. Alors OpenAI, c'est une société de software fondée en 2015, si je ne me plante pas, par Sam Altman.
avec le soutien d'Elon Musk. Alors, c'était l'époque où Elon Musk disait beaucoup de choses qui faisaient très peur sur l'intelligence artificielle et en même temps, il investissait dans OpenAI. C'est aussi une grosse puissance de calcul, c'est-à-dire OpenAI pour ChatGPT consomme parmi les plus gros supercalculateurs du monde. Concernant ChatGPT, alors quand on parle de chatbot, pendant très longtemps, un chatbot, c'était des réponses préconfigurées et on essayait de détecter à partir de la question quelle était la bonne réponse à apporter. Ouais. Là, on est dans un chatbot de type générative, c'est-à-dire que le chatbot génère en temps réel sa réponse. Il ne va pas aller sur un référentiel de réponse. C'est vrai qu'avant, les chatbots qu'on avait, c'était un peu comme des SVI, quoi. Ça, on répondait par oui ou non, mais finalement, ça ressemblait à taper 1, 2 ou 3 sur un répondeur téléphonique. Non, quand même pas, parce Quand même qu'en pas? fait, la question était libre. En gros, toi, tu avais un input qui était une question non structurée, tu essayais Ouais. d'extraire l'entité, le sens, etc. Donc, tu faisais de l'analyse sémantique et à partir de là, tu cherchais à matcher avec la meilleure réponse que tu avais dans tes réponses possibles. Et ça reste pertinent aujourd'hui comme stratégie aussi, hein. Donc voilà, alors c'est un modèle supervisé essentiellement, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des milliers de gens qui ont fait de l'annotation de texte pour créer le dataset qui est utilisé par ChatGPT. Il y a un peu d'apprentissage en renforcement, mais ce point-là explique pourquoi, selon moi, ChatGPT, ce n'est pas de l'IA, ce n'est qu'un modèle. Mais on en reparlera peut-être plus tard si les gens sont intéressés par ce point-là. On peut passer au slide d'après. Oui. Alors, concernant ChatGPT, il faut poser 2 points. D'un côté, on a la taille du dataset et de l'autre côté, on a la performance des algorithmes utilisés. Alors, premier point, le machine learning est un subset de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas de l'IA, c'est juste un sous-élément. Quand on parle de machine learning aujourd'hui, on parle essentiellement de machine learning in batch. Ça veut dire qu'on a plein de données, on crée un modèle, puis après on consomme le modèle. Et on ne sait pas améliorer le modèle en temps réel avec ses interactions. Or, l'IA, les règles datent de 1956, définit que le self-improvement, la capacité que le système a à s'améliorer, et c'est ce qu'on faisait il y a 20 ou 30 ans sur de l'IA symbolique, c'est temps réel, ça doit s'apprendre par lui-même. L'apprentissage en production. Voilà, exactement. Alors, dans le cas de ChatGPT, on est sur un modèle qui est d'abord basé sur la quantité de données et la puissance de calcul qui a été nécessaire pour créer ce modèle-là. Les algorithmes, quand on ouvre le capot, on est un peu déçu. Bon, on est dans la lignée des transformers, de toutes ces choses-là. C'est très intéressant, mais ChatGPT s'impose et est impressionnant par la quantité de données, mais pas du tout par son côté algorithmique. Pour être encore plus clair, imaginez qu'on arrive à capturer toutes les conversations de tout le monde sur la Terre pendant des années et des années et des années. Bah à la fin, votre chatbot, c'est quoi? C'est juste, je cherche la question, je regarde le contexte, je trouve la réponse qui a été donnée. Ouais. Pas plus compliqué que ça. Donc, la quantité permet de compenser un algorithme qui est moyen. Et c'est pour ça que je dis souvent que ChatGPT est médiocre. C'est pas péjoratif. Médiocre, ça veut dire moyen. ChatGPT est impressionnant quand on connaît les chatbots parce qu'on fait waouh, c'est un sacré progrès. Mais d'un point de vue opérationnel, pour les delivery, y compris dans le cadre de la génération de code, on est sur quelque chose de médiocre et qui va le rester. Ouais. Effectivement, du coup, tu nous as mis des captures d'écran de code générés par ChatGPT. Tout à fait. En gros, je suis allé taper les trucs qu'on faisait dans GitHub avant. Eh ben, on produit du code. Sauf que ce code-là, alors je ne sais pas si tu sais me passer en plein écran pour que je switch sur un de mes exemples. Voilà. Ah oui, tu veux ça? Ouais, s'il te plaît. Mhm. Donc voilà. En résumé, qu'est-ce qu'on a? Si je prends du code ChatGPT et que je l'intègre, bah, au final, mon code ChatGPT va représenter que quelques pourcents, 5-10%. Par contre, c'est du code chiant. Ça veut dire qu'avant, on allait sur GitHub, on allait chercher le copier-coller et on faisait son refactoring pour l'intégrer. OK. Eh ben, aujourd'hui, avec ChatGPT, on gagne beaucoup de temps sur cette étape-là. On n'a plus besoin d'assembler, surtout que ChatGPT est très doué quand vous lui posez un contexte. Par exemple, je lui avais demandé un exemple. Cet exemple-là était très intéressant. Je lui dis, ben maintenant, je voudrais la même chose, mais embarqué dans un microservice REST avec FastAPI, par exemple, en Python. Ben, il te le fait. Donc, quand tu positionnes bien le contexte dans ta demande ChatGPT, il te génère un code intéressant.
Mais tous les aspects de monitoring, d'optimisation, etc., c'est pas ChatGPT qui va te le faire, c'est le développeur qui va garder complètement la main là-dessus. Et il peut se tromper aussi. Oui, alors, les tests que j'ai faits, moi, j'ai testé sur de l'ABAP sur SAP, en C, en C++, en C Sharp, en Python, évidemment, même des trucs Ouais. un peu plus exotiques, ça se trompe pas beaucoup. Moi, je lui ai Ça veut demandé dire, pourquoi il fallait préférer les tabs que les espaces pour indenter le code. ouais, L'argument qu'il m'a donné était absolument. Enfin, il était à l'envers. Il m'a donné un argument pour les espaces qui était celui des tables. C'est normal, vu qu'il ne comprend pas le texte qu'il reproduit. Il m'a reproduit un texte qui était dans le mauvais contexte. Tu vois. ouais, mais c'est pas là-dessus que je vais solliciter ChatGPT. Tu sais, moi, je suis pas un fan de la plateforme pour des raisons algorithmiques, mais c'est vraiment très utile. Moi, je paie mes 20 euros, mes 20 dollars par mois, mais c'est pour produire des blocs de code qu'avant je sous-traitais. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que ça me prend moins de temps maintenant de faire une demande que d'écrire une spécification, l'envoyer à un sous-traitant en anglais, traduire tout, c'est beaucoup plus rapide. Ouais. Dans le chat, n'hésitez pas toujours à poser vos questions. Vous êtes plus de 80 connectés à regarder le live. N'hésitez pas à vous poser vos questions. C'est complètement interactif. Je te laisse reprendre ta présentation. Tu veux que je remette les slides? Ouais, ou sinon tu peux, comme tu veux, ouais, tu peux mettre les slides si tu veux. Mais c'est toi qui sais ce que Ouais, tu vas ouais, dire c'est ensuite. vrai. Non, mais en résumé, là, j'ai fait aussi un exemple en C. En gros, c'est bien. Ça produit du code qui est très éducatif. Quand on veut monter en compétences, quand on veut changer de langage, quand on veut aller plus loin, ChatGPT est un excellent formateur. Franchement, pour Ah, ça, c'est vraiment très bien foutu. En plus, il explique toujours les blocs de code qu'il vous donne. Moi, j'ai fait des intégrations de code Python directement sur Anaconda pour faire des tests. Et mis à part la gestion des imports, le reste, c'est passé comme une lettre à la poste. c'est vrai qu'on Et on a la sensation qu'il génère plus un tuto qu'un bout de code. oui, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, on est passé de moteur de recherche où on recherche de la donnée, du contenu, à un moteur de recherche qui va vous proposer des modalités. Mhm. Donc, c'est plus la data ce qui est important, c'est ce qu'on a fait de la data et donc on va proposer des modalités. Ouais. C'est vrai dans le code, mais c'est vrai aussi sur d'autres aspects tout aussi intéressants. Donc, Parce que non, quand on utilise GitHub Copilot, des fois, le code, on a l'impression qu'il tombe du ciel et on ne sait pas trop pourquoi il est là, quoi. tout à fait, tout à Ouais. fait. Mais si ça ne te dérange pas, je voudrais juste te montrer une autre fonctionnalité et après Ouais. je te repasse la main. C'est donc là, sur mon écran, voilà, Mhm. ici. Il faut savoir que vous avez chez OpenAI, donc vous avez bien sûr ChatGPT, donc là j'ai fait pas mal d'essais, mais vous avez aussi Playground, qui est une plateforme avec toutes les démonstrations, et vous allez trouver des choses qui, par exemple, expliquent le code. Vous avez plein de fonctionnalités chez OpenAI qui peuvent aider les développeurs sur des aspects connexes, type l'explication de code, enfin, vous avez pas mal de choses ici. Et en plus, vous avez les modèles associés. Donc, créer des QA, etc. Donc, c'est une plateforme qui n'est pas du tout inintéressante. Ce qui est très surprenant, c'est qu'elle couvre de nombreux langages. Mm. Ça veut dire que ce n'est pas que du Python. Là, par défaut, vous avez donc du C Sharp, du Go, du Java, JavaScript, Ruby, Rust, etc. Et sur la partie ChatGPT, on couvre aussi des langages euh, comme l'ABAP sur SAP, qui est comme pas un truc, voilà, comme le COBOL. On trouve vraiment de tout et avec un niveau correct. Voilà, un niveau correct, sans plus. C'est-à-dire, il y a toujours du refactoring. Ça menace pas les développeurs. En fait, ça valorise les développeurs qui veulent aller plus loin. Mm. Parce que toi, tu vas gagner du temps sur des trucs où avant tu te galérais à chercher les choses sur des forums, sur du GitHub, etc. Bah là, tu vas produire ton code, il va tout de suite marcher et tu vas pouvoir faire ton refactoring et l'intégrer avec d'autres éléments de ton code à toi. Mais Avec un main point. Oui, est-ce que ça vas-y. a marché sur du front JavaScript? Parce que les modes, elles changent tous les 6 mois sur le JavaScript front. C'est XHR, en 2021, c'était pertinent. Aujourd'hui, ça l'est plus. Alors, Euh, je vais te répondre très clairement. euh, je ne sais pas du tout. Je fais de l'IA, je suis plus back-end, ouais. middleware. Mais alors moi, les front-end et le JavaScript, comment te Mais, dire? mais Je me suis, justement, je me suis arrêté à jQuery, tu vois. Donc là, c'est pas la question à me poser à moi. non, mais justement, le modèle s'arrête aux données qui datent de 2021. Je me demande du coup, effectivement, comment on détecte qu'on a été limité par la date, quoi, C'est une à bonne l'usage. question. C'est une bonne question. Alors, vu ce que je fais comme travail, j'ai pas cette contrainte d'être sur le dernier truc à la dernière version. J'ai pas Ouais. cette gêne-là. C'est-à-dire que l'usage que j'en ai, je sais que GPT-4, par contre, ce qui se prépare est
peut-être plus orienté pour les scientifiques, mais ça va être beaucoup plus à jour et beaucoup plus costaud. Ok. Dans le chat, ils sont très très calmes, hein, ils nous regardent. Alors, ce qui se passe souvent sur cette heure-là aussi, c'est que les gens, ils nous ont laissé en fond et ils sont partis faire à manger. Parce que normal, du coup, ils n'ont pas les mains occupées, mais nous, on fait divertissement. On est mieux que la télé, quoi. D'accord. La question, donc la problématique, la problématique, si on peut la poser de manière un petit peu plus clivante, ça ressemble plus à est-ce que ChatGPT, ça va remplacer les développeurs? Est-ce qu'on doit avoir peur pour nos jobs de manière générale ou pas? Non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Je pense pas. D'abord parce que le mythe de la disparition des développeurs, ça fait 30 ans qu'on nous vend des trucs comme le no-code qui est censé tuer tous les développeurs. Non. Quand tu as une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle modalité, ça pousse les limites et c'est dans la nature des développeurs d'aller au-delà des limites. C'est-à-dire qu'on va essayer de gratter de nouveaux concepts, de nouvelles fonctionnalités. ChatGPT va faire gagner du temps à de nombreux développeurs et va leur permettre de progresser d'un point de vue compétences plus rapidement, donc des débutants qui vont aller plus rapidement plus loin. Ça va permettre d'aller sur des concepts un peu plus complexes, peut-être de faire de l'informatique qui ressemble moins à du travail à la chaîne et plus du travail d'art, hein, au sens littéral du terme. Donc non, bien sûr, on a vu sur internet des trucs circuler là-dessus, mais on nous fait le coup à chaque fois et on n'a jamais eu autant besoin de développeurs et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc pour moi, il y a pas de stress à avoir. Ça peut changer les choses pour la sous-traitance, justement, de ces tâches très peu qualifiées qu'on fait dans des pays exotiques. C'est plus rapide parfois de faire avec ChatGPT que de le faire via un sous-traitant. Parce que toi, tu expliques ce que tu veux à chaque GPT, c'est un peu comme si tu faisais une spec et tu obtiens le résultat. Donc après, il faut comparer le coût et le temps et la qualité. Justement, Laurent demande si tu veux faire, est-ce que tu peux faire une démo d'une prompt, comment il réagit? Oh, c'est assez rapide. Je suis sur mon écran là. Ouais, je t'ai remis ton écran. Je passe le bonjour à Laurent. Bah là, en fait, si on va taper un truc, donc on va faire new chat, hein, voilà. Et je fais, par exemple, generate. Alors, je vais mettre full le chat, hein, pour qu'on voit Hein? bien. J'ai mis le chat en plein écran pour qu'on voit bien ta prompt. A Python code using a transformer for sentiment analysis. Voilà. Et là, il va te dire, voilà, il va te générer un truc, et puis il balance ton code Python, et il te donne un premier exemple. C'est très rapide, c'est vraiment bien foutu, et ça permet de faire des choses assez rapidement, et puis après, on peut positionner le contexte. Voilà. Et j'ai fait d'autres exemples sur différents environnements. Par exemple, j'avais un problème sur du SAP, qui était plus un problème de stratégie pour identifier un bug. Je lui ai posé la question, il m'a proposé une bonne stratégie. Il y a un truc un petit peu tordu et c'est assez bluffant. Le résultat là-dessus était vraiment assez bluffant. Là, je vois du coup, quand tu as démarré le chat, il t'a proposé de changer le modèle. Et on n'a pas Oui, ça tout dans la à version fait. gratuite. Oui, non, en fait, tu as 2 modèles. Tu as un modèle nouveau et le previous modèle qui est utilisé. C'est-à-dire que quand tu fais new chat, hein, tu choisis le modèle, tu as le legacy et Ouais. tu as la version optimisée. Franchement, pour les développeurs, pour ceux qui veulent monter en compétences, les $20 par mois, ça vaut le coup. J'ai Ouais. aucune action chez ChatGPT mais vraiment ça vaut le coup. Alors, Valentin demande si tu penses que le fait que la version payante existe, ça dégrade la qualité des réponses sur la version gratuite. Alors, comment dire? Je pense pas. Je pense qu'ils ont juste géré des priorités. Alors, est-ce qu'il peut avoir des effets de bord là-dessus? Oui, forcément, parfois on doit avoir quelque chose parce qu'ils doivent gérer les priorités d'accès. Donc, à moins qu'il y ait beaucoup de clients payants et en général, les gens ont tendance à chercher le gratuit, même si quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ouais. Je pense qu'en version gratuite, c'est quand même pénible à utiliser ChatGPT depuis le Ouais, début. en même temps, enfin, du coup, moi, au début, j'avais tendance à y revenir tous les jours pour pas que ma session, elle meure, en fait. Et là, j'arrive plus à avoir des sessions. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je veux l'utiliser, ma session, elle est morte, quoi. Bah, je pense que la version gratuite est destinée à disparaître parce qu'en fait, le modèle économique derrière, il n'existe pas. Quand Bing, Microsoft va intégrer ChatGPT dans son moteur de recherche, donc ils vont pouvoir nous positionner de la pub. Donc là, on va avoir un modèle économique tenable. Moi, mon inquiétude, c'est plus, est-ce qu'ils vont maintenir ChatGPT version payante disponible? Ouais.
Alors Christian me demande est-ce qu'on peut améliorer le code de manière itérative. Et en fait, ça, je pense que même dans la version gratuite, on peut le faire. C'est juste qu'après la première prompt, il faut en rajouter du contexte. Vous voulez dire, est-ce Ouais, que tu peux faire ça en plus? Est-ce que tu peux rajouter ça? c'est le contexte qui est le plus important, mais faut bien comprendre que ChatGPT fournira toujours du code moyen puisqu'il est construit, on appelle ça un peu un perroquet stochastique. Ça, c'est, je vous conseille de chercher le terme stochastic parrot. Emily Bender, vous verrez quelques articles où elle explique ça très très bien. C'est-à-dire ChatGPT, ça capture un consensus, une pratique moyenne. Donc ça sera toujours moyen. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas trop attendre. Vous allez, avec le contexte, avoir des choses intéressante à générer avec ChatGPT, mais au bout d'un moment, il va falloir faire du refactoring. Ouais. Moi, quand je lui fais générer des posts LinkedIn, du coup, je lui dis, plutôt, comment dire, le truc, c'est si on lui demande d'écrire le post LinkedIn, il a tout le temps le même ton, il utilise des en conclusion qui améliorent la lisibilité, hein. C'est ce que les SEO, les rédacteurs SEO utilisent aussi. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je lui fais générer un persona, genre, je voudrais que tu m'écrives le persona d'un start-upper méga content qui vient de lever des fonds. Et OK, quel post il viendrait de faire pour parler de ça? Et du coup, il change de ton complètement. Est-ce que tu crois qu'on peut demander à ChatGPT de coder comme s'il était violent? S'il était un développeur violent ou un développeur en colère, tu vois? Et ça, Ouais, du coup, il ferait un code différent. j'ai fait des tests, mais j'ai poussé un peu trop loin le politiquement incorrect parce que ChatGPT est quand même très wokiste, très, très centre-gauche. Il y a une étude en Allemagne d'ailleurs qui est sortie là-dessus qui a évalué le positionnement politique de ChatGPT. Et quand tu es un peu trash, il bloque tout de suite, hein. Donc, Ouais, il veut pas dire du mal des gens, hein. non, 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 puis, donc c'est pour ça il est pas drôle. En plus, les blagues qu'il fait sur les Français sont nulles, alors que les blagues sur les Belges sont toujours autour des frites. Habitant Bruxelles, tu dois comprendre que oui, bon, ça va une fois, 2 fois. Parce que je lui ai demandé de me générer de m'écrire les commentaires que mes collègues pourraient écrire à mon post. Il m'a dit, Mmh. bah, je peux pas parce que je sais pas quelle est l'opinion de tes collègues sur ton post. Ah, je lui ai dit, non, mais ils sont toujours enthousiastes à ce que je propose. Et là, il a dit, bah, pas de souci, ok, je te propose ça, ça, ça et ça. Non, en vrai, il se met Je des suis limites un peu de seul. je suis d'accord, mais ça, c'est plus ton domaine de communication, de marketing. Pour les développeurs, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la génération de documentation et sortir des textes. Par exemple, je travaillais sur des normes financières EMIR, Mhm. sortir des textes qui résument une norme. Comme ça, quand tu es développeur, bah, tu fournis des docs un peu plus soignés et tu arrives à Ouais, comment dire, à avoir une meilleure interaction avec les analystes, les business analysts, par exemple, tu vois? Donc, quand les ouais, business analysts s'expliquent quelque chose pas très bien, sur leur spec, toi, tu vas sur ChatGPT, ça sera plus efficace qu'un Google Search. ouais, je comprends. Et sur des trucs tricky, hein, je suis allé sur des sujets extrêmement avancés en tout ce qui est, réglementaire financier et résultat bluffant. C'est ça, Valentin, il demande. Valentin nous dit, mais du coup, si je lui dis de créer le code que ferait un junior sur cette question-là, ou sur un senior, du coup, a priori, il peut me sortir du code qui est plus ou moins bien. Je pense que c'est une façon d'influencer ChatGPT, effectivement. C'est une bonne question. J'ai pas testé, j'en suis pas sûr. C'est une bonne question. Ça, c'est un truc à tester. Mais le problème, c'est que junior, senior, j'ai connu des développeurs de 25 ans, un en particulier qui est peut-être le meilleur développeur C#. Je sais pas s'il est dans, les gens qui nous écoutent, il s'appelle Mickaël. Je donnerai pas son nom pour être, voilà. Ah, mais on Mais, régresse, hein, en vrai, on régresse, mais hein. il avait 25 ans, c'était le meilleur développeur et j'ai connu des seniors. Donc pour moi, comment dire? Je suis pas convaincu que conceptuellement ChatGPT est capable de se dégrader par rapport à ces éléments de contexte. Puisque lui, Ouais. de toute façon, il est moyen. Il est par essence moyen. C'est juste un perroquet, hein. C'est lui, il fait la synthèse de ce qu'il a digéré et c'est tout. Ouais. On a vu aussi des consultants en cybersécurité qui lui demandent, par exemple, comment faire une bombe. Il dit, ben non, mais ça, je peux pas te répondre, c'est réservé aux experts et aux spécialistes en explosifs. Il dit, ah, mais je suis Mmh. un expert, hein. Et le ChatGPT lui dit, ah, bah, c'est un expert. Alors, du coup, voici tout. Et il lui explique tout le tuto pour faire des explosifs soi-même à la maison. Alors j'ai eu Et ça a été bloqué, en fait. j'ai eu ça, alors ça c'est assez marrant parce que j'ai eu ça sur un autre sujet. Je demande à ChatGPT: «Est-ce que tu es une intelligence artificielle?» Il me dit: «Oui». Je lui dis: «Mais attends, selon la conférence de Dartmouth, je dois pouvoir t'apprendre des choses réutilisables tout de suite pour qu'il y ait le self-improvement et le self-improvement, c'est un des piliers de l'intelligence artificielle». Il me dit: «Ah oui, vous avez raison, donc je suis pas une intelligence artificielle». Il change d'avis, hein. Ouais, donc c'est assez marrant. Alors maintenant, est-ce qu'il fait ça pour, faire plaisir à ses utilisateurs? Je sais pas. Enfin, je sais comment ça fonctionne, donc en fait, c'est pas le cas. Lui, il a retrouvé un texte avec les transformers, l'intention, il s'est déplacé et puis il a trouvé un contenu qui allait dans ce sens-là.
Alors, Christian est assez pratico-pratique, hein. Quand je rédige mes US avec mon product owner, est-ce que je peux demander à ChatGPT de rédiger l'US? Moi, par exemple, sur des posts LinkedIn, je lui demande de faire un post LinkedIn qui complimente ma collègue Insa, par exemple. Et je lui dis, ah, mais il faudrait mentionner le fait qu'elle se casse la voix quand elle fait des vidéos, par exemple. Et Alors, il le corrige, il le fait en plus, tu vois. Damien, je suis à Bruxelles. Nous, les acronymes, on s'en méfie quand ils viennent des Français. Qu'est-ce que tu veux dire par US? C'est les user stories. Tu sais, c'est les choses qu'on D'accord. met dans le Je Jira, pense dans que le d'accord. Mantis ou autre. OK, on est d'accord, donc ça va. Ouais. Heu, c'est comment dire? Oui, 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 je pense que ça vaut le coup d'être essayé ça. J'avais pas pensé à ce type de mais je pense que Christian a une bonne idée. En tout cas, ça le vaut le coup d'être évalué. Ah Je ouais, je pense pense, hein, vraiment parce que que ça c'est assez c'est répétitif, hein. c'est assez bluffant, même si ça se reconnaît. Alors après, le problème, c'est que si on fait trop de contenu avec ChatGPT, la dépersonnalisation des choses, peut poser, à mon avis, des problèmes de perception des lecteurs. Si: «Oh, ça a Ouais, été généré par ChatGPT, j'ai pas confiance ou j'ai pas envie». Donc il y a cet aspect-là qui, moi, m'inquiète un peu, mais je pense que Christian a une excellente, ouais, c'est une bonne idée ça. Je vais le tester, moi, je suis lundi chez mon convaincu que client. Je pense que je vais le tester lundi chez mon client. Merci Christian. j'ai déjà demandé à ChatGPT de faire mon one-one, parce que moi, j'ai pas de manager. Du coup, il a fait mon one-one, il m'a posé des questions de one-one. Et moi qui pensais être le plus mégalo de nous 2, bah, là, j'ai un grand doute. Et il m'a demandé comment ça allait, si j'avais passé une bonne semaine, tout ça. J'étais en mode, ok, ça marche. En vrai, on peut remplacer mon manager par ChatGPT, je pense que ça marche, hein. Donc en fait, à part aller chercher dans une BDD datant de 2021, il n'y a pas du tout d'algo entraîné ou alimenté. Ça, c'est du coup, c'est la question, effectivement, il n'est pas connecté à Internet. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas connecté à Internet, Jérôme? Bah, d'abord, ça voudrait dire quoi être connecté à internet? C'est-à-dire qu'il faudrait faire des web scrapers qui vont aller fouiller le contenu des sites, hein, qui Mhm. vont extraire les textes pour créer des modalités. Non, ChatGPT, c'est d'abord des humains qui indexent du contenu, qui les annotent avec des logiciels comme Docanu, qui est un logiciel, en Python d'annotation de texte. C'est d'abord ça. ChatGPT, c'est d'abord une production humaine hallucinante qui a permis de créer le dataset, qui après a été envoyé sur des supercalculateurs pour créer le modèle. Mhm. D'accord? Un modèle, ça coûte très cher à produire, mais à consommer, ça consomme très peu, sauf Ouais. beaucoup d'espace. D'accord? Donc voilà. Ah, Et je c'est pour ça que c'est compliqué de rentrer en compétition. Est-ce que tu penses que là, on a vu l'IA qui est proposée par Google et qui doit être intégrée dans Google Search. Est-ce que tu penses vraiment que mmh, ça va être compétitif ou est-ce que c'est compliqué de oui. produire un modèle aussi pertinent? Non, non, Google a une puissance de feu énorme. Je pense que c'est plus un problème de timing. C'est-à-dire, je pense que les gens de ChatGPT, Microsoft, heu, soit par hasard ou soit parce qu'ils étaient renseignés, ont lancé leur plateforme avant les autres pour essayer de prendre de court les autres. Mais que ça soit Amazon, que ça soit Google, tous ces gens ont la quantité de données et les algorithmes derrière étant pas compliqués, ce n'est juste Mmh. qu'un problème de oser. C'est-à-dire, ils ont osé le faire plus vite que les autres et ils ont marqué des points, comme ça. Mais ChatGPT, d'un point de vue algorithmique, il y a rien de transcendant, hein. Tu ouvres le capot, tu fais: «Ouais, c'est que ça». C'est que ça, mais appliqué sur des quantités de données hallucinantes. Ouais, j'ai déjà eu la conversation avec d'autres data scientists. Il y a vraiment 2 écoles là-dessus. Au début, j'avais rencontré que ceux qui essaient de mettre en production un modèle le plus vite possible et que les utilisateurs l'améliorent en fait la meilleure le temps que possible. Il y en a d'autres qui attendent que le modèle soit vraiment fiable pour pas perdre la confiance de l'utilisateur envers le modèle, quoi. Mais en fait, quand tu fais des solutions, tu dois jamais utiliser qu'un seul modèle. Tu peux pas Ouais. faire un chatbot conversationnel uniquement avec, ChatGPT. Imagine que j'ai mon chatbot pour du support technique pour mon entreprise. Il y a plein de choses que ChatGPT saura faire. Maintenant, si je dis: «Quel est le product owner de tel produit?» Mmh. ChatGPT ne saura pas faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser des outils comme, enfin, différentes plateformes de chatbot qui sont plus spécialisées là-dessus. Tu poses une équation en mathématiques à ChatGPT. Les trucs simples, ils le font facilement. Moi, sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo sur Ouais. comment faire des additions avec du RNN. Ce qui est totalement débile comme idée, mais ça marche jusqu'à un certain niveau. ChatGPT, c'est pas un parseur mathématique. Toi, si tu as un calcul avancé, tu vas utiliser un parseur mathématique qui est même pas de l'IA, c'est de l'informatique déterministe standard. Ben, Quand je tu pense que crées même quand tu es sur Mac, si tu fais une prompt, c'est Wolfram Alpha derrière. Il le fait vachement exactement. bien. Mais et puis tu trouves d'autres librairies, les librairies de parsing mathématique, il y en a Ouais. plein. Ce que je veux dire, c'est que toi, quand tu fais un chatbot conversationnel, tu vas voir quel est le contenu, tu vas analyser. D'abord, tu vas le découper. Est-ce que j'ai plusieurs phrases? Chaque morceau
tu vas alimenter un contexte en faisant des extractions d'entités, de sujets, de quoi on parle, Mmh. etc., etc. Et à partir de là, tu vas traiter chaque morceau avec différents modèles. Ça, c'est la première Ouais. étape. C'est ce que je faisais en 2017 au lab chez Soprasteria à Bruxelles. Mmh. Et voilà, donc on pouvait poser des questions mathématiques. Il n'utilisait pas la partie NLP, il utilisait la partie mathématique. Mmh. Et donc, ça, c'est la première étape. Et l'étape qui suit après, c'est quoi? Bah, c'est comment tu vas combiner des raisonnements, c'est-à-dire plusieurs étapes comme un process, où tu vas faire appel à tel modèle, puis à tel modèle, puis à tel autre modèle pour améliorer ton chatbot. Mais comment dire? ChatGPT n'est qu'un modèle. C'est un modèle hallucinant, incroyable, fantastique, mais ce n'est qu'un modèle. Un peu comme quand on a des zones spécialisées dans notre cerveau. Ouais, Bah, ouais, cette zone-là, c'est le perroquet stochastique, c'est le petit perroquet qui mémorise tout, qui ouais. synthétise tout, qui capture les choses moyennes, mais c'est tout. Et des solutions intéressantes avec ChatGPT, il y en a plein à faire. Mais Ouais, elles on est sont toujours combinées avec d'autres modèles, avec d'autres moteurs de chatbot. Et quand tu c'est fais ça, comme, là, tu as c'est tout. comme quand je bachote, en fait, pour préparer un examen. En fait, je vais taper plein d'exercices, puis à force, du coup, je les reconnais et je les fais vite. Bah, imagine qu'il a fait ça, mais puissance 5 000 000 000. Il a bachoté la vie. Est-ce qu'on peut répondre à la question de Laurent? Oui. Laurent, il demande pourquoi ça consomme très peu en production. En fait, on n'utilise pas tout le modèle de neurones à chaque question. C'est une bonne question. Non, le modèle, un modèle que comment dire? Comment expliquer ça? L'aspect génératif est toujours moins consommateur, puisque l'aspect génératif va consommer des choses qui ont été déjà précalculées. Par exemple, les proximités de mots, les Mm. associations entre différents mots. La grosse dépense d'énergie en deep learning, en machine learning en général, c'est la construction du modèle. Dans le cas du génératif, ça consomme plus que quand tu as pas de génératif. C'est-à-dire quand tu utilises du NLP standard pour de la classification ou des choses comme ça, là, tu as directement le résultat, tu as pas de génération. La génération nécessite de l'effort CPU, mais ça nécessite beaucoup, 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 beaucoup moins. Puis en plus de ça, il faut pas activer les 150 milliards de neurones à chaque mot. Il y a des chemins, il y a des process d'optimisation là-dessus. N'hésitez pas à poser vos dernières questions, parce qu'on est déjà plus ou moins hors temps. On est sur la fin, donc vraiment dans les dernières limites pour poser vos questions. Moi, je voulais te demander, c'était quoi les effets pervers ou les pièges qu'il pourrait y avoir à l'usage de ChatGPT quand on est développeur? À En quoi il faut fait, faire attention, quoi? je crois que le piège, c'est tomber dans le copier-coller et d'utiliser. En gros, quand on avait préparé cette discussion, je t'avais Mhm, parlé de Jean Tirole, un prix Nobel français, qui avait expliqué que mhm, on avait une tendance, y compris par les outils, à séparer les communautés en deux parties. Une toute petite communauté de gens éclairés qui vont utiliser les outils au maximum pour progresser, aller plus loin, ouais, et une grande majorité de gens qui vont aller, alors je vais utiliser un terme provoquant en parlant d'idiocratie, mais qui vont aller dans le copier-coller, qui vont plus faire d'efforts. Et on va ouais. l'avoir, imagine en entretien d'embauche par exemple, tu as un gars qui a fait une école d'ingé, il a fait de l'informatique, il a fait un mémoire en data science, et puis quand tu lui poses des questions, vu qu'il aura fait son mémoire avec ChatGPT, en fait, il connaîtra absolument rien de son Mhm. sujet, quasiment rien. Et là, ça va poser des vrais problèmes. Et c'est pareil pour les développeurs. C'est-à-dire que ça permet aux développeurs, c'est-à-dire qu'on va avoir une bulle de bullshit autour de ChatGPT qui va polluer un peu le travail des développeurs pendant quelques mois, pas plus, après ça va se calmer. Mais par contre, le risque, bah, c'est qu'on s'appuie sur ChatGPT et qu'on ne va pas plus loin. Alors que ChatGPT, c'est une opportunité pour les développeurs. Enfin, je pense que toi et moi, malgré notre différence énorme de génération, Ouais. vu que je suis beaucoup plus vieux que toi, on aime le code. C'est-à-dire que le code, c'est notre métier. C'est un truc que tu as dans la main. Tu vois, je ne suis pas ébéniste, mais c'est mon métier. Et ben, c'est la même chose. Ça veut dire que ChatGPT, ça peut aider les développeurs à aller plus loin, aussi bien sur les aspects de codage que sur les aspects de méthode, que sur les aspects fonctionnels. Pour moi, c'est pour ça, c'est un outil fantastique. Ouais, donc même si du coup les gens qui faisaient du copier-coller avant de code, du coup le copier-coller est encore plus proche, hein, il est à portée de main. Surtout que maintenant avec l'intégration dans Visual Studio, il est clairement dans ton IDE, le copier-coller. Moi j'ai l'impression de Bah, gagner du temps sur ma recherche Google quand même. Bah, c'est tout le problème parce que ça veut dire qu'en fait, tous ceux qui produisent du contenu, la tendance générale, c'est que le contenu sera utilisé indirectement. C'est-à-dire, toi, tu produis des articles et en fait, personne ne les lira parce qu'ils seront consommés par une autre manière et tu seras plus Mm. exposé. Donc, ça peut poser un problème à moyen terme après. Et donc effectivement, ça nous amène à poser du code, à générer du code qu'on ne saura pas comprendre ensuite et puis on ne saura pas le maintenir non plus, quoi.
Oui, puis ça sera du code moyen. Donc la question, c'est est-ce qu'on veut rester moyen toute sa vie? Mmh. Moi, j'ai pas Ok. envie. Et ça nous challenge sur notre création de valeur comme le no-code. Alors, il y a Amine qui demande comment, si on a des liens pour aller approfondir le contenu, qu'est-ce qu'on peut recommander? Alors, il y a plusieurs alors en machine learning pur et dur, il y a le bouquin d'Aurélien Géron sur, Keras et TensorFlow qui pour moi Aurélien Géron a produit le meilleur livre là-dessus. Vous avez aussi un livre de Dennis Rothman sur les Alors, transformers. Olivien Géron, tu m'as dit? Ouais, Aurélien Géron. Aurélien Géron, Aurélien Géron. voilà. Je vais les chercher au fur et à mesure, je mettrai les liens. Mais j'ai mis les liens sur ma chaîne YouTube, donc sinon les gens peuvent chercher ma chaîne YouTube. Ouais. Mais voilà, donc il y a le livre de Dennis Rothman. Je vous conseille la dernière édition, surtout faites attention, la dernière édition concernant les Transformers. Après, une des ressources possibles, c'est ChatGPT lui-même. Moi, je pose plein de questions en IA, en algorithmie à chaque GPT, il est très bon. C'est-à-dire ChatGPT, j'utilise ChatGPT alors j'utilise ce qu'on appelle des agents multi-agents, c'est plein de petits programmes indépendants qui travaillent les uns avec les autres. Bah, ChatGPT est très bon pour produire de l'IA. En fait, avec lui, j'ai produit des trucs plus complexes que ChatGPT en termes Hop, d'algorithme. je vais mettre les liens dans le chat. Paf. Le lien de Voilà. ta chaîne YouTube. J'ai mis le lien de Keras. Alors, Valentin dit que ça l'aide beaucoup pour la mise en place de process. Laurent dit pourrait-on entraîner ChatGPT à savoir gérer des process? Je suis pas. Est-ce que la question elle a du sens pour toi Ouais, mais Jérôme? parce que Laurent me connaît et qu'on a déjà eu pas mal de conversations. Donc Laurent là-dessus, en fait, en théorie, il pourrait, mais c'est pas la question puisqu'en fait, on n'a pas du tout le contrôle sur les modèles de ChatGPT. Il y a Ouais. des outils que tu installes sur tes propres machines comme, Stanford NLP ou d'autres outils de genre Spacey où tu sais créer tes propres modèles, les enrichir, et cetera. ChatGPT, son modèle économique, c'est vendre un modèle qu'on met à la disposition des développeurs, mais c'est eux qui gardent le modèle. Ouais. D'accord? Donc non, c'est pas. Et il n'y a aucune transparence sur ce qui a été validé ou annoté par des humains, quoi. Bah, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de publications sur Arxiv, fait par différents labos de recherche qui ont testé ChatGPT, aussi bien sur des aspects politiques que des aspects méthodologiques, et cetera, et cetera. Et moi, Il y a des biais. je suis assez étonné que quelque chose produit par Elon Musk et Peter Thiel, qui sont quand même la droite ou l'extrême droite américaine, soit de gauche, quoi. Je suis très, très, très étonné. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais ils sont libertariens d'abord. Donc, Ah ouais. c'est en gros des anarchistes de droite, si tu veux. Ah oui, Et, oui. et puis, en ce moment, il y a beaucoup de Elon Musk bashing. J'étais pas fan d'Elon Musk avant. Je suis pas anti-Elon Musk. Puis, je m'en fous. Moi, je suis là pour, comme tous mes collègues, on est là pour faire du boulot, pour faire vivre nos familles. Donc, le reste, voilà. Ouais. Mathieu, est-ce que ChatGPT peut servir à optimiser le code pour réduire les coûts énergétiques de fonctionnement de nos applications? Alors, pour le peu que j'ai fait concernant l'optimisation de code, non. Moi, j'ai pas été convaincu. Alors, c'est qu'un avis construit sur très peu de feedback, puisque j'ai fait peu d'essais dans ce sens-là. Mais non, c'est là où, en gros, le code moyen, il est par essence moyen, donc il n'est pas optimisé. Et c'est là où les développeurs peuvent, eux, faire des choses. J'ai fait des tests, par exemple, en C sur les appels. Est-ce qu'on utilise un void var Pascal ou on utilise l'appel C? Et ça a un gros impact sur les performances. Il était à la ramasse. Enfin, Ouais. moi, sur les essais que j'ai faits, j'ai pas été convaincu. Mais c'est récent, ChatGPT. J'ai fait plein d'essais, mais j'ai couvert tellement de sujets que voilà, je Puis peux pas. dans tous les cas, il n'aura pas les optimisations après 2021, quoi. Mais c'est pas qu'une question. Là, c'est une question pas d'optimisation, c'est une question de pratique. Ouais. Ça veut dire qu'il est bloqué en 2021 sur les pratiques, les blocs de code, les frameworks, tout ça. Mais par contre, l'optimisation, c'est un travail d'expert. Et ChatGPT ne sait pas faire ça, puisque lui, il va répéter ce qui est le plus souvent fait. Or, Ouais. en général, le code optimisé, il est élitiste. Il ne concerne qu'une petite population. Donc, tu ne l'auras pas. Je suis assez d'accord. ChatGPT est-il conforme au RGPD? Oui, parce que ce n'est pas son sujet. Franchement, C'est-à-dire les franchement, il annotateurs, s'en ils ont tape. tout. Hein. Ça veut dire que s'il est, en fait, il n'est pas soumis au RGPD, c'est pas son problème. Mais Ouais. c'est à nous de savoir comment on l'utilise. Si je dis à ChatGPT qui est Jérôme Fortias, il ne sait pas. Hein. Ouais, j'ai vérifié. Ouais, Effectivement. tu as vu. Il Hein. ne Toi, sait il te pas qui connaît? je suis non plus. Ouais, Non, mais c'est pas comme. vrai. Non, mais moi, il me connaît pas parce que j'étais moins célèbre en 2021 aussi, alors que toi, tu es célèbre depuis plus de 20 ans. Du coup, Ça je va pensais pas que la toi, il te tête. resterait. Non, non, je suis vieux depuis 20 ans, mais je suis
pas célèbre depuis 20 ans. Et Jean-Paul demande, est-ce que les gens vont continuer à produire du contenu même pertinent ou est-ce que tout le monde va devenir fainéant, de manière générale, Ah, lazy en anglais? tout le débat est là. Ça veut dire que ChatGPT est une opportunité fantastique pour les développeurs qui veulent aller plus loin et c'est un outil génial pour ceux qui veulent glander. Et je pense qu'il y a des limites à cet usage-là parce que d'abord ça va se voir et que ça donc voilà, moi je pense qu'on peut produire du contenu. En tout cas moi, depuis que j'ai ChatGPT version 3, je produis du contenu beaucoup plus rapidement en code, beaucoup plus rapidement. Et beaucoup plus avancé. C'est-à-dire, je me suis débarrassé des trucs contraignants et chiants qui me coûtaient du temps et qui m'embêtaient. C'est cool. M-Swag, Ouais. bah écoute, voilà. Effectivement. C'est exactement ce qu'il dit. Hein. Effectivement, il me l'a fait aussi. Voilà. Ok, c'est cool. Merci Samir pour le café la semaine prochaine, c'est toi qui paies. Cassandra, tu veux me mettre si jamais tu voulais prendre la parole? Non, bah déjà, je voulais remercier Jérôme pour son intervention hyper intéressante. Je pense que vous avez été très nombreux à réagir dans le chat Ouais. et c'est très chouette. Merci à tous les freelances qui fonctionnent avec In-Situ, qui ont participé. Merci à la communauté We Love Dev. Merci à la communauté de Jérôme, parce que Jérôme est une petite célébrité, donc a aussi sa petite communauté. Et ouais, en vrai, merci beaucoup à tout le monde. Effectivement, c'est vachement intéressant aussi d'avoir vos questions et de produire un webinaire où on peut participer avec vous et répondre à vos questions. C'est vraiment beaucoup plus intéressant que si j'étais tout seul à poser des questions. Donc, merci beaucoup. C'est très cool. Et du coup, on vous invite à suivre la page de In-Situ IT, In-Situ Freelance pour voir les prochains webinaires. Bien sûr. Alors du coup, on se retrouve sur In-Situ Freelance. On se retrouve aussi sur WeDesk, qui est notre outil pour les freelances. Donc n'oubliez pas. Et on a aussi une page In-Situ Portage pour ceux qui souhaitent devenir salariés portés. Et c'est très pratique. Et j'en profite pour faire un tout petit peu ma pub. Sur YouTube, vous pouvez trouver ma chaîne qui s'appelle Nexai, N-E-X-A-I. Il y a pas mal d'expériences que j'ai fait, des trucs parfois un peu loufoques, mais voilà. Et partagé tout à l'heure, Nexai. Ah oui, exact. Oh, comment. Ouais. J'ai même mis le livre sur Keras. Ah ouais, mais ça, ce livre, c'est une bombe. Bah ouais. Bon, bah super beaucoup. Merci beaucoup. Et puis bonne journée à tous. Bonne journée tout le monde. Hop, je mets.